Info, en seconde partie, qui reçoit Mohamed Fadel Diop. Il est le conseiller en recherche et innovation à Oxfam International. Bonsoir. Bonsoir. Alors, nous allons parler de crise alimentaire mondiale, mais juste donner une information que vient de nous envoyer le maire de Ngoundiane. Retenez qu'à partir de demain, samedi, et c'est pour les populations de Ngoundiane qui sont très très stressées par les 66 camions qui ont été stationnés depuis samedi dernier contenant du nitrate d'ammonium. La gendarmerie de Thiès vient de confirmer au maire que les camions vont quitter le territoire communal, ou bien le périmètre communal de Ngoundiane à partir de demain samedi. Alors, je viens de le dire tantôt, Oxfam International déjà c'est une organisation caritative qui regroupe plusieurs organisations caritatives. C'est bien cela. C'est ça. Oxfam International est une confédération au sein de laquelle il y a plusieurs structures d'Oxfam et qui sont rattachées à leur pays respectif. Donc Oxfam GB, Oxfam Novib, Oxfam Intermont. Et ici, nous sommes Oxfam au Sénégal. Nous faisons partie de cette confédération. Très bien. Alors, Oxfam International a sorti un rapport sur le système alimentaire mondial qui n'est ni viable selon le document, ni viable pour la planète, encore moins pour les populations. C'est exactement ça. Il se trouve que le système alimentaire mondial, pas seulement celui au Sénégal, mondial est quelque chose qui est empêtré dans des difficultés qui sont là depuis un bout de temps. Et Oxfam International a sorti ce rapport pour essayer de voir quels sont les problèmes que l'on a en commun, que ce soit en Afrique, en Europe ou ailleurs, quels sont les problèmes liés à la sécurité alimentaire qu'on a en commun et quelles sont les solutions qu'on a en commun. C'est un problème qui est très important parce qu'ici en Afrique de l'Ouest par exemple, plus de 38 millions de personnes souffrent d'insécurité alimentaire aiguë. Rien qu'en Afrique. Rien qu'en Afrique de l'Ouest. Alors que c'est un phénomène qui n'est pas seulement présent en Afrique de l'Ouest. On connaît tout ce qui se passe en Somalie, en Éthiopie et en Érythrée, sur toute la corne de l'Afrique, qui est aussi une zone très impactée par l'insécurité alimentaire. Alors, depuis qu'on parle de crise alimentaire mondiale, dans le rapport que j'ai lu en diagonale, j'ai pu noter que 47 millions d'autres personnes sont également menacées de faim dans le monde, impactées par justement la guerre en Ukraine. Exactement, mais ce qu'il faudrait dire, c'est qu'il ne faut pas qu'on sorte ces chiffres-là comme si c'est quelque chose qui est très loin de nous. Je pense qu'ici au Sénégal déjà, il y a des chiffres très parlants et très alarmants. On parle de 550 000 personnes dans le pays qui souffrent de malnutrition aiguë. Et on parle de près de 3 millions de personnes qui sont dans une situation qui sont sous-alimentées. Ils sont dans quelle localité au Sénégal? Généralement à Tambacounda, à Matam, et ce sont des localités à l'est et dans le sud-est, et ce sont des zones qui sont très marquées par les inégalités de revenus, par les changements climatiques, et ce sont toutes ces questions-là qu'on aimerait poser sur la table, parce que l'insécurité alimentaire est un problème assez vaste et complexe. Alors, vous dites également qu'il est urgent de repenser la manière dont le monde nourrit ses habitants. Exactement. Vous savez, dans ce rapport-là, l'approche qu'on a choisie, c'est de déconstruire les mythes sur lesquels sont fondés le système alimentaire mondial. Alors, on a choisi 10 mythes à déconstruire parce que ce sont des mythes auxquels tout le monde croit, ou bien en tout cas une grande partie de la population, que ce soit les décideurs comme les citoyens. Et ces mythes-là, c'est de dire que on ne peut pas nourrir tout le monde, et nous essayons de déconstruire ces mythes-là à travers ces rapports. Et quels sont ces 10 mythes que vous il y en a plusieurs. Quelques-uns, par exemple, le fait qu'on croit que pour qu'on puisse se nourrir, que ce soit vous, que ce soit moi ou tous les autres citoyens sénégalais, il faut qu'on soit connecté aux chaînes de valeur mondiales. Il faut qu'on puisse avoir, si c'est du lait, il faut qu'on puisse le prendre en France. Si c'est de l'huile, il faut qu'on puisse le prendre de la Chine, etc. Et ça, c'est un mythe. Parce qu'il y a des méthodes alternatives pour être nous-mêmes autosuffisants. Quelles sont ces méthodes alternatives? Ces méthodes alternatives-là, c'est généralement de se baser sur notre production et d'arrêter de dépendre
de l'extérieur. Parce qu'on Justement, a un système alimentaire pays comme le Sénégal dépend exclusivement de l'extérieur. Peut-être pas exclusivement, mais en grande partie. Oui. Regardez ces denrées alimentaires. On parle du riz qui est importé, on parle de l'huile qui est importée, on parle du blé qui est importé, on parle des produits laitiers qui sont importés. Exactement. Cette étude montre qu'il y a la moitié des apports caloriques que consomme chaque citoyen sénégalais, la moitié est importée. Seulement le reste vient d'ici. Donc, les modèles alternatifs dont vous parliez, c'est vraiment de réduire cette dépendance au système extérieur, aux importations extérieures, et de construire un système alimentaire qui est basé sur nos ressources propres, qui est basé sur nos productions propres. Mais il n'y a pas cette volonté justement pour baser notre système alimentaire sur nos ressources propres, alors qu'on en a. Nous avons de l'eau, nous avons des terres, nous avons tout, mais nous sommes résolument tournés vers l'extérieur. Je crois que c'est exactement ça l'idée de cette conversation qu'on a, et que c'est une conversation qui a besoin d'être entretenue à plusieurs échelles dans toutes les régions pour qu'il y ait d'abord cette prise de conscience citoyenne. Généralement, lorsqu'on parle, on parle très vite de conscientiser et de sensibiliser les décideurs, mais il faut que nous aussi, dans nos habitudes alimentaires et dans nos manières de faire, qu'on puisse améliorer cette conscience-là, de pouvoir produire localement et de pouvoir développer des chaînes de valeur courtes qui puissent être très prospères ici au Sénégal et intégrer les chaînes de valeur mondiales dans une moindre mesure. Ce qui veut dire qu'on doit cultiver ce que nous mangeons. Exactement. Ouais. Alors, le monde dispose également d'outils nécessaires pour anticiper et répondre à cette aggravation de la faim. Répétez s'il vous plaît. Vous dites dans le rapport que le monde dispose d'outils nécessaires pour anticiper et répondre à cette aggravation de la faim. Exactement. Vous savez, un des mythes que l'on déconstruit, c'est que on croit que parce qu'il y a faim dans le monde, c'est parce qu'on ne produit pas assez de nourriture. Mais ce n'est pas vrai. On produit assez. Dans le rapport, il y a un paradoxe alors, si on produit et qu'il y ait en retour une faim qui menace la planète. Exactement. C'est pour ça qu'il faut qu'on fasse de telle sorte. Il y a des solutions. Par exemple, cet état de fait-là s'explique parce qu'on croit toujours qu'il faut produire davantage pour pouvoir résoudre la faim dans le monde. Mais c'est justement ce paradoxe-là qu'il faut déconstruire en montrant que on produit assez. Ce qui est le problème, ce n'est pas la production. Ce qui est le problème, c'est la répartition équitable des ressources alimentaires entre les personnes, pour qu'elles atteignent surtout les personnes qui en ont le plus besoin. Au-delà de la répartition, il faut que ce soit quelque chose d'abordable. Parce que s'il y a une nourriture qui est disponible, mais que la personne qui se trouve à Sédhiou, mais qui se trouve à Matam et à Tambacounda, comme on en parlait, n'arrive pas à avoir les revenus nécessaires pour acheter du riz, du sucre et du sel pour se nourrir et nourrir sa famille, c'est un problème. Et pourquoi cette répartition ne peut pas être équitable? Alors, c'est très difficile je crois que c'est très difficile de parler de cette répartition équitable-là parce qu'il y a plusieurs facteurs. Ce n'est pas seulement le fait qu'il n'y a pas une bonne volonté politique, c'est aussi parce qu'il y a plusieurs éléments qui maintiennent les dirigeants, qui obligent les dirigeants à prendre certains choix, que ce soit au niveau national ou que ce soit au niveau international, et qui empêchent que cette répartition-là soit équitable. Le système alimentaire tel qu'il est maintenant, comme je le disais tout à l'heure, encourage la production, mais elle encourage cette production-là surtout pour enrichir un certain nombre de personnes. Dans le rapport, encore une fois, on montre que lorsqu'il y a raréfaction des ressources alimentaires, les personnes les plus pauvres ou bien les personnes les plus démunies en souffrent le plus, mais il y a des personnes qui gagnent de cette crise alimentaire. Et ces personnes-là, vous les appelez les plus grands négociants alimentaires. C'est exactement ça. Qui sont dans la chaîne de valeur. Qui sont dans la chaîne de valeur et qui en profitent à un niveau qu'on ne peut même pas s'imaginer, parce que ce n'est pas au niveau du Sénégal que ça se fait. Lorsqu'il y a une crise au Sénégal, bien sûr, nous ressentons les difficultés de cette crise-là, mais les gains, ceux qui les ressentent, ils sont dans d'autres continents. Ce sont des grands négociants internationaux, comme vous le dites, de gros acteurs du monde de l'agroalimentaire. On voit par exemple la famille Cargill qui a gagné beaucoup plus de 20 millions durant la crise. Le rapport montre aussi qu'il y a plus de 62 nouveaux milliardaires rien que dans le secteur de l'agroalimentaire depuis le début de la pandémie. Donc on voit
il y a production, mais c'est une production qui impacte surtout les personnes, qui avantage surtout les personnes les plus riches. Et leur intérêt, l'intérêt n'est pas forcément de répartir les ressources alimentaires, c'est juste de produire plus pour vendre plus. Alors il faudrait qu'on puisse attirer le regard pour dire que, voilà, il y a des personnes, que ce soit à Matam, Matamba et dans d'autres régions, comme on l'a dit, dans la Corne de l'Est, qui souffrent d'insécurité alimentaire et qu'il faut que tout ce que nous produisons puisse servir à ces personnes-là, parce qu'il n'est pas normal qu'on produise beaucoup de nourriture et que les gens continuent à mourir de faim. Oui, c'est ce qui veut dire que ce sont ces négociants qui font que la répartition ne peut pas être équitable. Alors, vous savez, c'est vrai, en partie. C'est vrai, en partie. Pourquoi? Parce que ces négociants-là évoluent dans un système international qui promeut le libre-échange. Alors, les règles du libre-échange, ce n'est pas de considérer les personnes les plus pauvres, de considérer les personnes les plus démunies, c'est de dire que le marché va se réguler tout seul. Et c'est là encore une fois un mythe que nous essayons de déconstruire dans ce rapport-là, en essayant de montrer, d'expliquer qu'il faut une intervention à plusieurs niveaux. Il faut une intervention de l'État, il faut une intervention des organismes comme l'OMC, comme le FMI et la Banque mondiale pour réguler le marché, pour ne pas permettre qu'il y ait une confusion et que ceux qui ont le plus de moyens produisent plus pour gagner plus. Mais non, il faut qu'on fasse de telle sorte que la production puisse répondre aux besoins des personnes qui en ont le plus besoin. Mais est-ce que l'OMC et les États, on a comme l'impression qu'ils n'interviennent pas à temps et qu'ils laissent tout entre les mains de ces prédateurs, si on peut les appeler comme ça, les prédateurs financiers? Je pense que c'est l'un des efforts que l'on doit faire. Je pense qu'il doit y avoir un plaidoyer encore plus important de la part de l'Afrique sur les questions de sécurité alimentaire, mais au-delà de la sécurité alimentaire, sur les questions de règles commerciales. On fait des petits pas. L'OMC aujourd'hui a le premier dirigeant africain et femme, en la personne de Ngozi Okonjo. Mais ce n'est pas assez. Il faut qu'on puisse porter un plaidoyer encore plus fort de la part des peuples africains pour dire que, écoutez, ces questions-là, elles sont importantes pour nous. Parce que nous sommes toujours empêtrés dans des règles qui ont été décidées bien avant les indépendances, depuis le temps de la colonisation. Nous avons des politiques qui héritent de ces temps de la colonisation-là. Et il faudrait qu'on change parce que nous ne sommes plus dans la colonisation. Il faut qu'on puisse adopter de nouvelles règles qui puissent autonomiser les populations africaines et puis puissent répondre à nos besoins. Et sur ce cas aujourd'hui, au-delà des règles commerciales, c'est de répondre à nos besoins sur le plan de la sécurité alimentaire. Mais est-ce que cela va être facile? Parce qu'aujourd'hui, comme on le constate, depuis que l'apparition du Covid-19, aggravée par la situation en Ukraine et en Russie, on a vu qu'il n'y a pas seulement que l'Afrique qui souffre de faim, même les pays développés souffrent de faim. Vous avez cité dans le rapport les États-Unis quand même, qui passent de 7% à 11%, rien qu'entre 2021 et 2022, ce qui fait que tous les pays maintenant se sont repliés sur eux-mêmes, chacun pour soi et Dieu pour tous. On a comme l'impression comment régler justement de façon durable cette question de famine et de faim. Je crois que c'est une question qui n'est pas aisée, comme on le disait tout à l'heure, et que la crise alimentaire, ce qu'elle montre et ce qu'on dit aussi dans le rapport, c'est quelque chose qui ne touche pas seulement les pays à faible revenu, ça touche les États-Unis. Et il faut essayer de voir dans quelle mesure les crises comme la crise de l'Ukraine, qui aggrave cette crise alimentaire, il ne faut pas l'oublier. Il y a une crise alimentaire, elle n'est pas nouvelle, elle est là depuis quelques décennies, mais depuis la crise qu'il y a en Ukraine, cette crise alimentaire s'est aggravée jusqu'à toucher des pays comme les États-Unis. Donc il faudrait que ces moments-là... Pas seulement les États-Unis, même en France, on est en train de revoir comment refonder le système. On incite les gens à ne pas manger beaucoup, à manger des biscuits, de changer le système alimentaire pratiquement dans les pays dits développés. Ah oui, carrément. C'est pour ça qu'il faut essayer de voir quelles sont les mesures, comment la crise là peut être un moment d'apprentissage. Comment, lorsqu'une crise comme la guerre qui se passe en Ukraine affecte le système alimentaire mondial, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne touche pas rond, qui ne tourne pas rond, que ce soit de notre collègue ou dans le reste du monde. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment-là? C'est apprendre de notre leçon, savoir que la production effrénée, ce n'est pas la solution, parce qu'on a déjà assez de production, savoir qu'il faut
encourager les pays à faible revenu ou à revenu intermédiaire afin qu'ils puissent développer des systèmes, des économies alimentaires locales et puis qu'ils dépendent moins du système international. Savoir de faire aussi de telle sorte que les chaînes de valeur mondiales soient beaucoup plus inclusives et permettent aussi l'autonomisation et la prospérité des personnes qui travaillent pour nous nourrir, c'est-à-dire les paysans et les petits exploitants. Alors, aujourd'hui, est-ce que dans le rapport, vous avez quand même fait des recommandations pour les États, pour les organisations qui évoluent dans ce domaine? Il y en a plusieurs. Hein. Moi, deux choses que j'aime bien, par exemple, c'est tout ce qu'on dit par rapport aux petites exploitations, aux exploitations familiales. Permettez-moi de revenir là-dessus. Parce qu'on se rend compte qu'en Afrique, généralement, en moyenne, il y a plus de 70% de ce qui est produit par les petites exploitations familiales. Et pourtant, ce sont les exploitations qui sont les moins financées. Et pourtant, ce sont les mêmes personnes qui souffrent le plus de faim. Alors, comment un paysan qui passe toute l'année à cultiver de l'arachide se retrouve à souffrir de faim? Alors, c'est un problème qu'il faut régler. Essayer de voir comment déjà avoir un système qui est moins extraverti, c'est-à-dire ne pas produire pour exporter, mais produire d'abord pour se nourrir. Deuxièmement, essayer de voir comment intégrer ces cultivateurs-là dans les chaînes de valeur locales avant qu'elles soient mondiales. Comment faire pour qu'il y ait des infrastructures pour qu'on puisse, lorsque par exemple les mangues pourrissent à Casamance, comment faire pour créer des infrastructures pour que toute cette production-là soit disponible pour les zones de consommation. Comment faire par exemple pour que ces paysans-là aient aussi accès aux intrants agricoles, que ce soit les semences, que ce soit les engrais. Et là encore, une autre chose que la guerre en Ukraine a montré, c'est qu'on était dépendant, le Sénégal est dépendant à 50% d'engrais potasse le tiré de la Russie. Donc, lorsqu'il n'y a pas cette disponibilité-là, il y a un risque de pénurie. Donc, il faut voir, je crois, dans quelle mesure on peut autonomiser les petites exploitations familiales et les intégrer dans les chaînes de valeur. Ça, c'est quelque chose d'important qu'on pose comme recommandation. Mais il y a une autre chose que j'aime beaucoup, c'est le fait de faire attention aux femmes, à la situation spécifique des femmes. Parce que les femmes sont généralement les personnes les plus oubliées dans les questions de planification et des politiques publiques, dans le suivi, exactement, dans le suivi et l'évaluation de ces politiques publiques-là. Il faut qu'on puisse les mettre en valeur. Parce que dans la plupart des pays africains, en moyenne, 50% de la main-d'œuvre agricole est constituée des femmes rurales. Absolument. Donc, comment on peut faire pour que ces femmes-là aient plus accès? Parce que je parlais des paysans qui n'ont pas accès aux intrants, aux infrastructures, etc. C'est quelque chose qui est encore beaucoup plus important chez les femmes, qui n'ont pas de terre, qui cultivent la terre ici au Sénégal, mais la terre ne leur appartient pas. Lorsque un chef de famille décède et qu'il y a succession, ce n'est pas forcément la femme qui va hériter des terres, même si c'est elle qui l'a cultivé depuis 10, 20, 30 ans. Donc, ces problèmes structurels-là, il faut les résoudre. Essayer de mettre... Depuis qu'on en parle. Depuis qu'on en parle, exactement. Et il faut faire de sorte que ces femmes-là soient autonomes. Et il y a, comme je disais, une stat que j'aime bien dans l'étude qui dit que dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires, si les femmes avaient autant de ressources, les paysannes et les agricultrices avaient autant de ressources que les paysans et les agriculteurs, on pourrait réduire l'insécurité alimentaire. 100 ou 150 millions de personnes, de 100 à 150 millions de personnes quitteraient l'insécurité alimentaire. Je crois que c'est un message important. Et je pense également qu'il suffit juste d'une volonté politique pour quand même pouvoir faire face Exactement. à cette crise alimentaire dont on parle assez souvent et depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Quel est votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est de m'adresser aux populations et aux politiques. Comme je le disais, généralement, on interpelle les décideurs d'abord, mais dire d'abord aux citoyens qu'il y a des solutions qui peuvent provenir de nous. Changer nos habitudes alimentaires pour pouvoir manger ce que nous, on produit, cela dépend de nous. Hein? L'autre message, c'est aux politiciens, aux décideurs politiques. Nous allons en ce moment, par exemple, à la prochaine rentrée,
de la législature, la prochaine rentrée parlementaire. Et je pense que... Qui est prévu lundi. Qui est prévu lundi. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses que les députés peuvent faire sur cette question-là, pas seulement sur la question de l'insécurité alimentaire, parce que, enfin, pas seulement pour résoudre la faim en elle-même, mais parce que cette question est liée à d'autres questions, comme les problèmes climatiques, comme les inégalités des revenus. Donc, il y a beaucoup de choses à faire pour les parlementaires en termes de législation. Et finalement, à l'État, parce qu'il n'y a pas assez de politique de protection sociale pour l'accès à la nourriture pour les personnes qui sont à Tambaye, qui sont à Matam et qui souffrent durement de la faim. Et il n'y a pas une législation et une fiscalité progressive pour protéger cette personne. Donc il y a aussi là encore un paquet de recommandations qu'on peut mettre à disposition des décideurs politiques. Et Oxfam au Sénégal est prêt à accompagner non seulement le gouvernement mais aussi les parlementaires. Est-ce que cela veut dire que les décideurs politiques n'exploitent pas vos rapports, non? Alors c'est pas ce que je dis, parce que je ne suis pas dans le secret des dieux. Je ne sais pas vraiment comment les parlementaires fonctionnent ou bien quelles sont leurs sources, mais ce qu'on dit, c'est que nous sommes une possibilité pour travailler avec eux afin de réduire ce problème d'insécurité alimentaire dans ce pays. Merci Mohamed Fadel Diop, conseiller en recherche et innovation à Oxfam Sénégal, c'est bien cela. Merci Binta. Merci d'avoir suivi, bien bonsoir.